Ses militants à la réflexion sur la décentralisation. Le 20h30 revisite l'histoire et relate la célébration sous fond de Covid-19 dans les 10 régions du pays. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera le 46e président des États-Unis? Les Américains et le monde entier retiennent leur souffle, le point à suivre vers la fin de ce journal. Et puis Yaoundé, capitale du judo, le 4e African Open Yaoundé s'ouvre demain samedi au Palais Polyvalent des Sports. Les premières délégations étrangères sont déjà dans nos murs. Nous ferons le point des préparatifs dans ce journal. Voilà pour les titres. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Tradition respectée ce 6 novembre au Cameroun, le 38e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême a été célébré dans les 10 régions du pays. Une mobilisation pour réaffirmer l'union sacrée autour de l'homme du renouveau, celui-là qui, durant son séjour à la tête de l'État, n'a de cesse œuvrer en faveur de la paix et pour la construction d'un Cameroun nouveau, d'où ses nombreux qualificatifs. Paul Biya, mendiant de la paix, Paul Biya, bâtisseur infatigable. Augustin Guizana. Elle se fait appeler la fille aînée du renouveau. De la province à la région sous l'ère Biya, l'extrême nord par la voix de ses élus s'en vante. Nous avons vu la création d'une université au niveau de notre région. Nous avons été attaqués par la secte Boko Haram. Mais le président de la République nous a montré qu'il est avec nous. En effet, une fois à la magistrature suprême du Cameroun, Paul Biya va s'investir en véritable mendiant de la paix et en grand bâtisseur. En 38 ans, le Cameroun n'a pas connu de guerre civile. Le Cameroun n'a pas été fracturé en morceaux. Face au vent contraire, auxquels s'ajoutent de multiples crises, le chef de l'État va opposer le dialogue. Il a même invité les enfants qui sont dans la brousse de déposer leurs armes. Ça, c'est, comme lui-même dit, nous sommes les mendiants de la paix. Il y a la crise économique internationale qui fait que les ressources du Cameroun ont également diminué. Avec les pays de la CEMAC, le chef de l'État a œuvré pour essayer de stabiliser à travers des accords signés avec les partenaires extérieurs, donc principalement le FMI. Faire face à toutes ces crises, le père du renouveau s'y est attelé pendant ces 38 dernières années. Le président Paul Biya mérite le soutien de tous et de chacun pour conduire le bateau Cameroun à bon port. On se souvient, le 6 novembre 1982, le Cameroun amorçait un tournant décisif de son histoire politique avec l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Tous les espoirs étaient permis pour des lendemains meilleurs. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et même ceux de la diaspora d'alors avaient salué l'arrivée de cet énarque qui engageait le pays dans une nouvelle ère. Évocation du 6 novembre 1982, c'est avec Oswald Medou. De ce tournant de l'histoire du Cameroun, ils sont encore quelques privilégiés à se présenter comme des témoins. Un jeune étudiant déjà fiché revenu au pays quelques mois plus tôt, pour Aladi Baba Garba, le 6 novembre 1982 a un parfum de liberté. C'est comme quelqu'un qui était emprisonné et qui aujourd'hui est libre. Le décret d'amnistie que le président de la République, Paul Biya, a déclaré lors de son arrivée au pouvoir, a permis à tous les exilés politique du Cameroun de l'époque à rentrer au Bercail. Patrice Ekani Mendouga est lui un jeune enseignant à l'université de Strasbourg, président de la sous-section UNC de l'Est de la France. C'est là qu'il reçoit la nouvelle. Mon petit frère avait perçu la gravité de la situation, qu'il se fut obligé de m'appeler pour me dire il y a un changement majeur ici au Cameroun. Le président Ahidjo vient de démissionner pour laisser la place à Paul Biya. La venue de ce jeune énarque est source légitime d'espoir,
puisqu'il rend les codes. Biya rejoignait l'aggiornamento, c'est-à-dire la mise à jour d'une certaine partie de la démocratie appliquée à une rigueur scientifique. Ces témoins de l'histoire savourent avec le même plaisir, pour certains avec soulagement, l'avènement de ce renouveau, vieux aujourd'hui de 38 ans. 38 années à la tête de l'État qui n'auront pas été de tout repos. Malgré une conjoncture nationale et internationale parfois difficile, Paul Biya a su maintenir les acquis, l'unité nationale, la stabilité, l'ancrage démocratique et la résilience de l'économie. De précieux acquis qui font du Cameroun une nation particulière, Joseph Temamba. Son destin lui aura fidèlement façonné une belle étiquette, l'homme du 6 novembre. I do so swear. 38 années déjà qu'il préside aux destinées d'une nation d'une rare complexité, au point où maintenir l'unité au Cameroun s'apparente à un défi quotidien. Un acquis que Paul Biya consolide grâce à son attachement viscéral à la paix, sa pondération et sa tempérance. Allons-nous laisser remettre en cause notre unité nationale? C'est acquis essentiel, ce socle sur lequel repose notre pays. Soyons clairs, il n'en est pas question. Signe des temps, l'histoire contemporaine du Cameroun affiche ses velléités de repli identitaire, pesant sur son unité et sa stabilité comme une épée de Damoclès. Mais servi par sa modération et sa fine connaissance du pays, Paul Biya sait toujours opérer des réformes en profondeur pour s'adapter aux contingences du temps. La Constitution de 1996 qui proclame l'État unitaire décentralisé, l'avènement du Sénat qui octroie au Parlement camerounais une forme bicamérale, la mise en place du Conseil constitutionnel, la réforme judiciaire, l'avènement annoncé des conseils régionaux constituent des institutions qui renforcent l'ancrage démocratique. Après le grand dialogue national, l'application du Code général des collectivités territoriales décentralisées, l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, tout en relevant le pari de la décentralisation, participe de la volonté de respecter les spécificités culturelles et historiques des uns et des autres dans un Cameroun uni, indivisible et fier de sa diversité. Les consultations que j'ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j'ai recueillis, m'ont conforté dans l'idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. En 38 années, la moralisation demeure le credo du président Biya. Un des objectifs que je m'étais fixé le 6 novembre concernait la moralisation. Pensez-vous que nous ayons atteint l'objectif dans ce domaine? Pour moi, non. Nonobstant une conjoncture nationale et internationale difficile, la boussole du navire Cameroun demeure orientée vers l'objectif de l'émergence. La construction du port en eau profonde de Crébi, les barrages hydroélectriques, l'extension constante du réseau routier bitumé, la modernisation des infrastructures sanitaires accompagnent la résilience d'une économie soucieuse de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, et ce, en luttant contre la pauvreté et la corruption. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Légaliste et rompu à la pratique du dialogue, Paul Biya, grâce à son doigté diplomatique, aura obtenu la reconnaissance de la souveraineté camerounaise sur Bakassi, un acquis historique, tout comme ces brillantes victoires sportives qui hissent le Cameroun au firmament du sport africain et mondial, des infrastructures futuristes pour l'accueil du CHAN 2021 et de la CAN 2022 prouvent que grâce à la méthode de Biya, le Cameroun va toujours droit au but. Les réalisations du renouveau national sont nombreuses partout dans les 10 régions du pays. La capitale économique, par exemple, dans le littoral, a vu sa physionomie littéralement changer. Douala pourra confortablement accueillir le CHAN et la CAN, fier de ses stades et hôtels, de son deuxième pont sur le Vouri et surtout des pénétrantes Est et Ouest réaménagées. Joseph Itoté à Douala. Selon les populations de Douala, sous l'impulsion du renouveau, la capitale économique recèle de plus en plus des infrastructures urbaines qu'on a plaisir à regarder. La réalisation qui me marque le plus, c'est le deuxième pont sur le Vouri. La construction du stade, déjà pour moi, bien sûr, ça c'est
le bijou qui nous a valu les compliments de la délégation de la CAF. Douala, malgré les imperfections, se développe à toute allure, y compris dans les quartiers. Dans les quartiers, de plus en plus, on observe la pose de pavés. C'est une solution que je trouve extraordinaire parce qu'elle permet à la fois de résoudre le problème de maintenance des routes et le problème d'amélioration de la circulation. La capitale économique fait sa mue et tout change visiblement d'un bout à l'autre de la ville. Globalement, je pense que le renouveau a fait de gros efforts ces 5 dernières années qui sont, de mon point de vue, remarquables. Il y a certes des choses qui restent à faire, c'est vrai. La transformation est bien visible et progressivement, on s'achemine vers cette capitale économique régionale tant rêvée. Et ce 6 novembre 2020, le RDPC invite ses militants à la réflexion sur la décentralisation. Cette réforme qui s'inscrit dans le registre des acquis du renouveau va connaître son apothéose dans un mois, jour pour jour, avec les élections régionales. Dans cette dynamique, le chef de l'État vient de signer un décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la décentralisation. Qu'est-ce qui change concrètement? Voyons cela dans ce reportage de Agnès Solange-Abessoul. C'est la politique publique de la décentralisation qui prend là un coup d'accélérateur. Une organisation du Conseil national de la décentralisation qui repose tout d'abord sur un principe d'actualisation du dispositif juridique de la décentralisation avec pour priorité la mise en place d'une administration spécifique visant la promulgation du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Désormais, le Conseil national de la décentralisation doit définir les outils de suivi d'évaluation. Sur le fonctionnement, le décret présidentiel du 3 octobre dernier intègre l'ensemble des membres du gouvernement et tous les acteurs intervenant dans ce processus. Désormais, au sein du Conseil national de la décentralisation, les régions seront représentées par 3 membres, le Parlement par 2 sénateurs et 2 députés. Autre innovation, l'intégration du Conseil économique et social comme membre du dit Conseil. Le texte du chef de l'État donne une place de choix aux communes, 7 représentants. L'on note donc une représentativité des acteurs du terrain équilibrée pour faciliter le processus de décentralisation. Allons maintenant vivre cette célébration des 38 ans du renouveau sur le terrain. Premier arrêt, la commune de Yaoundé 3e où le maire Lucas Owona a saisi l'occasion pour remettre des dons et visiter les différents chantiers engagés dans son arrondissement. Le reportage de Caroline Ouetté. C'est une journée symbolique choisie par le maire de Yaoundé 3e pour distribuer du matériel de bureau, des kits sanitaires et des denrées alimentaires aux établissements secondaires publics et aux associations caritatives de son arrondissement. Pour cet anniversaire des 38 ans du président Paul Biya à la magistrature suprême, Luc Owona a mis l'accent sur le combat actuel du chef de l'État, à savoir vaincre le Covid-19 au Cameroun. J'ai fait ces dons pour rappeler aux populations que le Covid n'est pas terminé. Nous vivons avec le Covid. Il faut continuer à prendre les mesures barrières. Pour accompagner le président de la République dans l'effectivité de la décentralisation qui lui est chère, le maire de Yaoundé 3e a visité les chantiers engagés par la mairie, à savoir, entre autres, les constructions de 2 salles de classe à l'école publique des Toits et les bâtiments du marché Nsam. Le sous-préfet du dit arrondissement n'a pas caché sa satisfaction. Et nos impressions sont très bonnes. Les chantiers engagés sont impressionnants et ils évoluent très bien. Le maire Lucas a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de leurs dons. Dans la section RDPC des Hauts-Plateaux Nord-Est à Batié dans la région de l'Ouest, les militantes et militants ont vécu l'événement autour d'une table ronde sur la décentralisation. Les échanges étaient coordonnés par l'honorable Bernard Fongan, président de la section. Le compte rendu de André Aristide et Combat, CRTV Ouest. La mairie de Batié, parée aux couleurs de l'homme du 6 novembre 1982, a accueilli la crème des militants retenus pour participer à la célébration de l'an 38 du renouveau national. Les raisons de la mobilisation autour du président Paul Biya pour ne pas compromettre la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun ont constitué la ligne force. Aujourd'hui, nous célébrons une vision, le renouveau. Et aujourd'hui, nous célébrons une nation, le Cameroun. Les panélistes soutenus par les chefs traditionnels et les élus locaux ont été rejoints par les cadres du Parti du Flambeau et les autorités administratives venus délivrer un message aux électeurs des conseillers régionaux. Pour l'avènement d'une décentralisation garantissant la paix et le développement local, une motion de soutien adressée au président de la République a été lue et remise à qui de droit pour transmission. Batié,
terre d'élection du RDPC, s'est engagé à plébisciter la liste acquise à l'implémentation de la politique des grandes opportunités. Son de cloche à Konolinga dans l'Union Ifumu Sud, les conseillers municipaux, membres des bureaux des sections RDPC et chefs traditionnels ont célébré l'événement autour d'une table ronde axée sur la gouvernance territoriale et la décentralisation. C'était sous la houlette de Robert Kili, chef de la délégation permanente départementale du RDPC. Alvin Gizalzi. Le processus de décentralisation est en marche dans notre pays. Malheureusement, il n'est pas parfaitement maîtrisé par les élus locaux. À l'occasion des 38 ans du magistère du président de la République, la session RDPC Nyon Ifumu Sud à Konolinga a fait appel à un expert pour édifier conseillers municipaux et chefs traditionnels. Séverin Diasambé, dont la langue locale, est revenu sur l'enjeu de la décentralisation et ses perspectives pour le développement local. Pour le président de la session permanente départementale, il est nécessaire de marquer ce temps d'arrêt malgré le contexte social. Nous savons qu'à partir de l'an prochain, les choses vont changer et le président de la République aura donc tenu parole en disant qu'il prendra des mesures pour que son pays avance sur le plan économique. La célébration de l'an 38 du renouveau dans la sobriété et le strict respect des mesures barrières a permis aux militants de réitérer leur engagement à soutenir les idéaux du parti fondés sur la paix et l'unité, mais aussi à soutenir celui qui les incarne. Dans le Djaïlobo, région du Sud, la commémoration a donné lieu à une rencontre entre les forces vives du département. Le ministre Louis-Paul Motazé, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC, et d'autres élites ont animé les échanges à la permanence du parti à Saint-Milima. Le point avec Charles Abossolo-Oba du CRTV Sud. Une minute de silence pour les victimes de Kumba. À Saint-Milima, ce 6 novembre s'est voulu sobre au regard de cet événement tragique et des contraintes sanitaires. C'est à travers un moment de réflexion et d'échange qu'élites, forces vives et populations du département ont commémoré ce jour historique. Il était opportun de rappeler ce que c'est que la régionalisation pour dire aux populations qu'il est temps qu'elles prennent en main leur propre destin. La décentralisation, un tournant décisif que le Djaïlobo aborde avec de nombreux atouts, fruits de la politique du renouveau. Les routes Saint-Milima-Wesso et Saint-Milima-Mengon, l'université inter-État Congo-Cameroun, l'hôpital de référence de Saint-Milima, le marché moderne et bien d'autres. Quand le chef de l'État envoie une infrastructure comme la route, il ne faut pas seulement voir la route, il faut voir ce qu'il y a derrière la route. Dans un contexte marqué par diverses crises, à la fois sanitaires et sécuritaires, le Djaïlobo a réitéré son soutien sans faille au commandant en chef du navire Cameroun, le président Paul Biya. En Ngaoundéré, dans la Damawa, le chef de la délégation permanente régionale du RDPC appelle les militants à se mobiliser derrière le chef de l'État. Paul Biya, Mohamedou Abou, s'exprime au terme d'une célébration sobre. Écoutons-le au micro de nos correspondants de CRTV à Damawa. La région de la Damawa, la fille aînée de renouveau, est l'une des premières bénéficiaires des actions de l'homme des renouveaux. Les actions de notre grand camarade sont nombreuses et visibles. La paix, l'unité nationale et le vivre ensemble sont visibles dans notre pays. Ceci grâce aux actions de son Excellence Paul Biya. Le 6 décembre, offrant une victoire aux... À Bamenda, dans le nord-ouest, la célébration de l'an 38 du renouveau a été l'occasion d'offrir des kits scolaires et du matériel anti-Covid aux enfants de la Bilingual Nursery and Primary School de Santa. À la manœuvre, le président de la section RDPC Mesam 2, Frou Jonathan. Valentin Kouadeu, à Bamenda. L'attachement du président de la République Paul Biya à la région du Nord-Ouest n'est plus à démontrer de l'avis des partisans du RDPC qui ont tenu à lui adresser une nouvelle motion de soutien en ce 6 novembre 2020 à Bamenda. La magie du président de la République existe toujours. Donc ce qui se passe, c'est temporaire. Et d'ici peu, on va trouver des solutions pour que l'État puisse mettre fin à cette situation difficile. Pour les militants engagés ressortissants du Nord-Ouest, le chef de l'État a beaucoup apporté aux localités de la région.
Le statut spécial que nous sommes en train d'avoir pendant la décentralisation donne ces possibilités pour que la décision soit bien répartie pour les peuples du Nord-Ouest et Sud-Ouest qu'on faisait avant. Donc c'est là où on voit vraiment cette grande visionnaire du président Paul Biya. Le 6 novembre est dans un moment précis où les militants de cette région se tiennent la main pour rechercher ensemble la paix sous la conduite du président Paul Biya. Kribi dans l'océan a célébré les précieux lauriers du renouveau, le port en eau profonde et d'autres grandes réalisations. Les populations ont saisi l'occasion pour réitérer leur gratitude au chef de l'État. C'était au cours d'une séance de travail présidée par Jules Doré-Ndongo, chef de la délégation permanente départementale du RDPC. Franck Evina. L'Holodov ce vendredi. Ambiance plutôt morose pour un 6 novembre. Pas de célébration de masse, mais une réflexion en la salle des actes de la mairie. Au cœur des échanges conduits par le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans l'océan, le climat politique dans cette circonscription, la décentralisation et les élections régionales à venir. Je me rends compte pendant les échanges qu'il y avait des messages erronés et des textes mal interprétés. Il profite donc de mon expérience et de ma présence pour que nous rectifions le tir sur le climat post-électoral. Il faut savoir, tout le monde ne peut pas être retenu. Comme le disait un ancien secrétaire général, chacun son temps, chacun son tour, chacun son moment. L'océan pense aussi au reste du Cameroun et s'insurge contre les ennemis de la paix. Face à ces entrepreneurs du chaos, soutien total au père du renouveau, démocrate, visionnaire, homme d'État pragmatique. Le port de Kribi, c'est une réalisation très importante et qui a un impact non seulement pour l'économie de notre pays, mais également sur la sous-région. Comme quoi, en termes d'acquis du renouveau, l'océan déborde. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Lutte collective contre l'infection Covid-19, le match Cameroun-Mozambique du 12 novembre prochain à Douala sera encadré par un protocole sanitaire spécifique. La conduite à tenir par chacun des joueurs et encadreurs, c'est l'objet de l'entretien d'Évariste Yenga avec son invité, le professeur William Ngachou, que nous retrouvons tout de suite au Centre des opérations d'urgence de santé publique à Yaoundé. Bonsoir Évariste et bonsoir à votre invité. Bonsoir Karine, dimanche prochain, c'est jour de rentrée en stage de la sélection nationale Fanion du Cameroun, les Lions indomptables qui préparent leur double confrontation contre le Mozambique. Notre guide de ce soir est le médecin de ces Lions indomptables, le professeur William Ngachou, en duplex avec nous à partir de Bruxelles, où il se trouve en ce moment. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenga. Et merci d'avoir trouvé du temps à répondre à nos questions. Certains lions indomptables évoluent en France et dans d'autres pays, sujet à la deuxième vague très haute de la pandémie du coronavirus. Comment on fera, vous particulièrement, pour éviter qu'il y ait des cas de transmission de cette maladie dans la tanière? Depuis quelques jours, je suis déjà en contact avec les joueurs présélectionnés ainsi que le staff médical pour avoir leur bulletin de santé. Effectivement, il n'y a jamais eu quelques joueurs qui ont présenté des soucis au niveau Covid, dont nous suivons leur évolution. On s'assure et on va s'assurer 48 heures avant d'arriver au Cameroun que tous ces joueurs sélectionnés ainsi que tous les membres du staff qui vont rentrer dans l'hôtel des Lions soient négatifs pour le Covid. Et une fois qu'ils seront à l'hôtel, il y a un protocole qui a été mis en place pour essayer de porter le masque tout le temps, respecter les mesures barrières, éviter les contacts avec l'extérieur. Et avant le match, 48 heures avant le match, en accord avec la CAF, nous organisons un deuxième test et seuls les joueurs et les membres de staff négatifs pourront participer à la rencontre. Alors, il y a des vestiaires, c'est un lieu de brassage, c'est un lieu où les joueurs se lâchent en quelque sorte. Comment ferez-vous pour imposer la distanciation physique là-bas?
Au niveau des vestiaires, il y a également un protocole très strict mis en place par la FIFA et la CAF. Ce protocole veut déjà qu'on garde une distanciation, c'est-à-dire vous allez voir que les places assises pour les joueurs ont été un peu écartées pour respecter la distanciation. Les joueurs et les membres de staff doivent porter à tout moment les masques. Ce n'est que quand ils rentrent pour l'échauffement sur le terrain ou bien pour jouer qu'ils enlèvent les masques. Ceux qui sont au banc de touche ainsi que les membres de staff qui sont au banc de touche doivent à tout moment porter les masques. Bien sûr, il y a le lavage des mains régulier. Professeur William Gatchou, merci d'avoir répondu à nos questions. On reviendra vers vous mardi ou mercredi prochain à la veille de cette rencontre pour faire le point de la situation sanitaire dans la tanière. Merci infiniment d'avoir été notre invité, William Gatchou, qui est le médecin des Lions indomptables du Cameroun. C'était notre invité ce soir. À vous le plateau, Karine. Merci beaucoup, Évariste, et puis à demain pour un nouveau point. Dans l'actualité également, la dédicace à Yaoundé d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions l'UPEPO, Lutte contre Boko Haram, les victimes collatérales nous parlent. Le titre de cet ouvrage, l'auteur, le journaliste Benjamin Yakana, raconte le calvaire de ceux qui subissent de plein fouet les affres de la nébuleuse terroriste dans la région de l'extrême nord. Franck Evina. Les images et les couleurs sur la première des couvertures annoncent le récit d'une indicible barbarie, celle de la nébuleuse terroriste Boko Haram qui aura violé l'intime identité du Cameroun comme pays de paix. Benjamin Yakana rend témoignage des horreurs vécues, du sang versé et du drame humain engendré. Comme les larmes de ceux qui subissent cet ensauvagement, l'auteur a fait couler l'encre de sa plume, non pas comme victime des exactions terroristes, mais comme journaliste ayant séjourné à maintes reprises sur le terrain des opérations. 98 pages, 5 chapitres pour décrire les affres d'une guerre importée, une persécution déguisée. Chacun à son niveau peut intervenir. Si on est chrétien, on peut intervenir dans le sens de la prière, on peut aussi intervenir dans le sens de la générosité. Nous sommes allés plusieurs fois remettre des dons et maintenant, si on est médecin, psychologue, psychiatre, on peut aussi intervenir en faisant montre de ses capacités pour aider ces personnes-là qui, sur le plan moral et mental, sont affaiblies. Dans sa casquette de pasteur, Benjamin Yakana fait parler la foi et appelle au renforcement de l'élan de solidarité pour les victimes des hordes terroristes. L'actualité internationale dans la suite de ce journal, élection présidentielle américaine, l'attente se prolonge. Les compteurs des voix des deux candidats sont bloqués depuis hier. 264 grands électeurs pour le démocrate Joe Biden et 214 pour le président sortant Donald Trump qui continue de crier à la fraude. Jean-Pierre Congé. Les résultats de la présidentielle aux États-Unis se jouent désormais dans 3 États clés où le démocrate mène la course, devançant son adversaire républicain de quelques milliers de voix. Pennsylvanie, Géorgie, Nevada, 42 grands électeurs au total. En effet, au fur et à mesure que les votes par correspondance sont dépouillés, le démocrate continue de distancer son adversaire. 49,4% contre 48,5% dans le Nevada. 49,5% contre 49,4% en Pennsylvanie et égalité presque parfaite en Géorgie à 49,4% avec seulement 917 voix de plus pour Joe Biden. Et il est à préciser qu'une victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama dans l'un des 3 États lui ouvrirait définitivement les portes de la Maison-Blanche. Sauf qu'il faut compter avec l'entêtement de Donald Trump qui ne s'avoue pas vaincu. Il continue de crier à la fraude, ce qui commence à exacerber certains élus de son propre camp qui se désolidarisent de ces allégations qui pour eux ne reposent sur aucune preuve tangible. Une vidéo tronquée dans laquelle Joe Biden admet avoir mis en place un vaste réseau de fraude a même circulé, mais très vite taxé d'un Fox. Une longue attente qui a pour effet de provoquer des manifestations dans certaines villes américaines où les pro-Trump et les pro-Biden sont à 2 doigts d'en venir aux mains. En sport, Yaoundé, capitale du judo. Dès demain, samedi, l'African Open de Yaoundé réunit une dizaine de délégations au Palais des Sports. Le point des préparatifs à 24 heures du kick-off, c'est avec Évariste Yenga. Le Palais des Sports opère SAMU pour accueillir le 4e African Open Yaoundé, le tournoi international de judo. 8 délégations étrangères ont déjà rejoint le Cameroun, à l'instar du Nigeria, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire.
D'autres délégations sont attendues, mais toutes ne pourront pas honorer le rendez-vous de Yaoundé pour cause du coronavirus. Il y a des pays qui ont remis des restrictions en fonction des déplacements par rapport à la Covid-19. Donc nous attendons encore quelques délégations. À la veille de la compétition, les officiels sont à l'école. Un séminaire à leur intention pour l'appropriation des nouvelles techniques du combat. Nous avons comme ça un stage d'habitage qui est en train de se passer en ce moment derrière moi. Vous voyez, c'est un recyclage parce que vous savez, le règlement il est dynamique. Le Cameroun va défendre son titre de vainqueur de la dernière édition. L'objectif majeur de la compétition, c'est de marquer les points pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés en 2021. Donc nous devons marquer un maximum de points pour nos athlètes. C'est une vingtaine de judokas, messieurs, et une quinzaine chez les dames qui vont défendre les couleurs du Cameroun. Début de la compétition à 11h ce samedi au Palais des Sports par les éliminatoires. Avant de refermer ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué radio-presse du ministre de la Communication. Le ministre de la Communication a le regret d'annoncer le décès de Madame Momo Tank Sandrine, journaliste principale et déléguée départementale de la communication pour le NDE, décès survenu le 20 octobre 2020 à Banganté de suite de maladie. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication adresse à la famille éprouvée les condoléances les plus attristées de tout le personnel auquel il associe l'expression de sa profonde compassion. C'est signé René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Mirabel Tala, Rosine Manga, Maria Mazou et Raïssa Ndié, toutes des stagiaires. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Très belle soirée à tous. À demain. Bonsoir. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.